C'était ma maman qui s'appelait Sophie Kaya, qui était à l'EHPAD pour finir sa vie tranquillement. Mon père Christian est rentré en EHPAD début août 2019 pour un meilleur accompagnement de sa maladie. Il est de 1945, il a eu ses 75 ans le 31 janvier, donc il a fêté à l'EHPAD. Il avait encore de belles années devant lui. J'ai perdu ma grand-mère Hermine du Covid. Elle était dans cette EHPAD depuis 5 ans. C'est elle qui m'avait élevée, donc elle était très importante pour moi. Maman avait une chambre seule. Ils l'ont retirée de sa chambre seule pour la mettre à l'isolement avec une deuxième femme qui visiblement avait des symptômes de Covid+. On s'est posé la question, mais pourquoi ils n'ont pas testé les personnes âgées dès le départ? Comment ça se fait que, par exemple, dans l'EHPAD où était ma grand-mère, qui était située en face d'un hôpital, des gens ont pu agoniser en regardant l'hôpital qui était de l'autre côté de la rue? Et donc voilà, je me retrouve le 1er avril avec mon père décédé. Sans soins, sans test, sans famille, sans rien. Et là, on vous dépose un cercueil et vous vous dites, c'est ma mère qui est dedans. Mais je sais même pas si c'est elle, en fait, puisque je l'ai pas vue. Je sais même pas si mon père m'a réclamé, je sais même pas. Donc c'est très dur. Très très dur. Ça a été très douloureux de voir le cercueil déjà scellé de mon père. Le plus difficile, c'est que j'ai pas pu dire au revoir à ma grand-mère, j'ai pas pu lui tenir la main, alors que je lui avais fait la promesse d'être là jusqu'au bout pour elle. Qu'elle a pensé que je l'avais abandonnée. C'est tout ça qui me hante aujourd'hui. Le virus a fait près de 14 500 victimes dans les établissements d'hébergement de personnes âgées. Cette hécatombe est-elle seulement la faute au virus ou bien aussi à la mauvaise gestion de la crise? Au printemps dernier, un établissement touché de plein fouet accepte de nous ouvrir ses portes. Derrière ces murs, des vies auraient-elles pu être sauvées? Là, vous avez les effets personnels et des meubles du coup de personnes qui sont décédées. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui sont décédées. Et ici, j'ai 2 autres personnes qui sont décédées aussi. Donc voilà, ça fait déjà 7 personnes rien que dans cette petite pièce-là. C'est triste à voir. Johan Collin est adjoint de direction. Il a dû faire face à une situation qu'il n'a jamais connue. 20 morts en seulement 6 semaines. Le virus les a foudroyés, puisque c'est des personnes qui sont parties en 2-3 jours et qui n'ont pas forcément eu de visite de famille. Et donc ça, c'est très difficile pour les familles à vivre, puisque le deuil est du coup beaucoup plus compliqué. Depuis le Covid, c'est lui qui rend les effets personnels des défunts à leur famille. Bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur Collin. Enchanté. Je viens prendre les effets de mon père. Très bien. Est-ce qu'il y a besoin de sacs pour... Non, du coup tout est déjà en sac poubelle. Je suis désolé, c'est pas présentable, mais c'est le protocole, c'est du double emballage. D'accord. Au niveau du virus, j'ai respecté les 14 jours pour vous les restituer. Parfait. Du coup, je savais que ça allait être un petit peu compliqué, mais ça l'est en fait. C'est vrai. La dernière plante que je vais emmener. Voilà. Ok. Ok, la canne. Les lampes. Ouais, d'accord. Ouais. Bien. Je vous remercie. Je vous en prie. Et puis, voilà. Et bon courage. Merci, vous aussi, du coup, pour la suite. Merci bien. Merci. Au revoir. Au revoir. Son père est entré à l'EHPAD en février.
quelques semaines avant que le virus ne frappe l'établissement. Le 11 mars, le ministre de la Santé, Olivier Véran, interdit l'accès aux familles. Je pense à nos aînés. Ce sont eux que ce virus menace le plus. Nous avons donc décidé de suspendre l'intégralité des visites extérieures en EHPAD ainsi qu'en unité de soins de longue durée. Face au risque, la protection signifie parfois l'isolement. Il devra durer tant que la situation sanitaire l'exigera, en tout cas plusieurs semaines. Le virus a circulé entre mars et mai dans cette EHPAD de l'Indre. Ce jour-là, nous pénétrons dans l'unité Covid. Charlotte. Surchausse. Aurore Bourguignon est aide-soignante depuis près de 20 ans. FPP2. Voilà. Elle n'a jamais connu de telles conditions de travail. Coucou. Je vous ramène une couverture pour avoir plus chaud. Hein? Ben oui, elles sont bien chaudes, ceux-là. Ça va? Le virus a aussi bouleversé sa relation avec les résidents. Ils n'arrivent pas à remettre un visage, voilà, sur le prénom. On est quand même masqué et ouais, ça c'est dur pour eux aussi, je pense. On a toujours l'habitude, voilà, de faire une petite caresse sur le visage ou sur le bras, parce que laver un visage avec des gants, il n'y a pas de sensation, il n'y a rien, voilà. Le fait qu'il n'y ait plus cette relation touchée, ça c'est dur, voilà, que ce soit pour eux et pour nous. En l'absence des familles, elles ont accompagné, seules, les mourants dans leurs derniers instants. J'ai tenu la main, mes collègues aussi ont tenu la main. Ça a été très compliqué, surtout sachant la suite. C'est surtout le dernier souffle, c'est se dire la suite après. On sait ce qu'on va faire. Le dernier souffle, et après on les met dans une housse mortuaire qu'on referme. Et quand les pompes funèbres arrivent, ils mettent directement la housse dans le cercueil. C'est ça qui est pénible. Pour nous, c'est inhumain, quoi, voilà. Et c'est vrai que c'est pas habituel de faire partir les gens comme ça. Il n'y a pas ce petit rituel qu'on sait qu'on va faire après. Vous leur donnez une dernière dignité, vous les habillez, vous les préparez. C'est un dernier acte de bienveillance de notre part. On n'a plus cet accompagnement dans la mort. Cette maladie a changé tous nos principes de vie et de mort, en fin de compte. C'est bon, le petit chien? Hors de l'unité Covid, d'autres soignants s'occupent des résidents non contaminés. À bientôt, Madame Paisson. De mars à début juin, toutes les activités collectives sont interdites. Les résidents n'ont plus le droit de se déplacer dans les parties communes. Près de 600 000 Français sont assignés à résidence dans leur chambre. Reine? Oui. Coucou, c'est Elodie? Oui. Hop là. Alors, comme je vous disais, Reine, je vais vous mettre la tablette, d'accord? On va vous servir votre plateau repas. Oui. D'accord. Je vais vous mettre la tablette où vous allez pouvoir discuter avec Madame Doron. Puis ça, c'est dur. Qu'est-ce qui est dur? Ben, de manger tout seul. De manger tout seul. Ouais. Donc, Qu'est-ce qu'on regrette, là? Oui. Nos repas Oui. dans la salle à manger. Si on pourrait reprendre les discussions qu'on avait. Bah, bien sûr. Parce que, ben, on oublie. Là, Reine, je comprends ce que vous voulez dire, mais dites-vous que c'est le fait d'être confiné qui fait que la mémoire est un peu plus fatiguée, qu'on est un petit peu plus perdu parce qu'on n'a pas les mêmes repères. À retrouver les noms. Voilà pour vous, Madame Blanc. Bon appétit. Merci. Madame Doron a son plateau, c'est tout bon. Bah, Reine aussi, c'est bon. La tablette sert à maintenir les liens entre locataires. Reine, 100 ans, et Olga, sa cadette, 90 ans. Madame Blanc. Oui, ça va bien? Ça va bien? Vous avez faim? Hein? Vous avez faim? Non, j'ai jamais faim. Et des pommes de terre. Paupiètes de lapin.
Très vite, elles parlent de leur voisine, emportée par le Covid. Mais il y en a qui sont décédés. Madame est décédée aussi. Elle est morte? Oui, oui. Ça a été vite. Oui. Elle avait pas l'air plus malade, mais... Ça l'a vite emporté. Et puis madame... Eh ben. Madame... Oui. C'est qu'il y en a beaucoup, là. Ben oui. Oh ben, je pense que c'est du virus. C'est ce qu'on nous a donné comme explication. Oh, vous savez, moi j'en ai vu un peu toutes les couleurs. J'en ai vu des épidémies de toutes espèces. Vous vous en rappelez? La grippe espagnole. Ah ben oui, moi je Vous me en rappelle. Moi je me rappelle aussi d'avoir entendu parler. Ma mère l'avait eu. J'en ai vu parler à ma grand-mère. Ben, qu'est-ce qu'elle avait été malade? Ce sera la seule conversation de Reine avec une autre résidente cette semaine-là. Ça fait plaisir de se voir. La paupiette, elle est bonne tantôt. Comment? La paupiette, elle est bonne tantôt. Ils ont un petit peu le sentiment de quand même manger ensemble, pouvoir discuter pendant le repas. Ils prennent un peu plus le temps de manger aussi. Et de mieux manger. De mieux manger. Avec plus de plaisir. Ils mangent, ils finissent leur plateau, quoi. Que quand ils sont tout seuls, bon, des fois, ils rechignent un petit peu, quoi. En fait, on se rend pas compte, mais c'est génial d'être avec les personnes âgées. Ils ont tellement de choses à nous raconter, de choses à transmettre eux aussi. Et ils méritent qu'on s'occupe d'eux, qu'on soit là à se battre pour eux, à leur montrer qu'ils peuvent encore vivre des choses qui sont pas finies, enfin, parce qu'ils entrent en EHPAD. Hormis le personnel de l'EHPAD, personne n'est entré dans l'établissement pendant près de 2 mois. Le bilan, 20 morts, et la propagation du virus suscitent des interrogations. Nathalie Joannet a installé sa mère à l'EHPAD 1 an plus tôt. Covid-19. 78 résidents décédés dans l'Indre. Quand ça touche des proches, on les voit plus pareil, ces chiffres. Là, il y a un visage, il y a un nom sur au moins une personne, ma mère. Georgette, sa mère, est morte à l'âge de 93 ans, après 1 mois passé dans l'unité Covid. Le 20 avril, on nous appelle en disant là, il faut venir parce que votre mère va vraiment mal et c'est la fin, donc il faut venir. Et nous avons pu avoir une visite dérogatoire de fin de vie. Et voilà, je pense qu'au moins, elle a su qu'on ne l'avait pas abandonnée. On a pu lui parler. Aujourd'hui, elle s'interroge sur la responsabilité de l'EHPAD dans la mort de sa mère. Comment une personne confinée dans sa chambre, qui ne marche pas, qui ne peut donc pas quitter sa chambre toute seule, comment elle a pu être contaminée? Alors je me dis que c'est forcément par du personnel, puisque le personnel venait pour l'emmener aux toilettes, venait pour la lever le matin, l'habiller, pour lui faire des soins et pour lui apporter ses repas. Est-ce que le personnel avait les protections suffisantes? Et est-ce qu'ils les ont eues suffisamment tôt? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu une erreur? Tout le monde a le droit de faire des erreurs dans la vie. Mais là, c'est des vies humaines. Comment expliquer un si lourd bilan? Nous avons posé la question à Sandra Roturo, la cadre de santé. Bonjour mesdames. Vous allez bien? Sandra organise les soins et s'assure du respect des bonnes pratiques en matière d'hygiène. Je vais vous présenter une chambre double et les contraintes que cela nous impose et aussi les risques en termes de contamination. Pour elle, la configuration de certaines chambres qui accueillent 2 locataires est en partie responsable de la propagation.
Ces rideaux d'intimité permettent le respect de la pudeur des résidents pendant les soins, mais n'empêchent pas cette promiscuité qui est favorable à la propagation du virus. Quand l'une des deux personnes présentait des symptômes, automatiquement, on avait de fortes probabilités pour que la personne voisine l'ait également contracté, puisqu'elles étaient confinées toutes les deux dans le même espace. Parmi les 66 résidents en chambre double, 36 ont été contaminés. Autre foyer d'infection, les toilettes partagées. Le virus peut être manuporté par les résidents qui peuvent toucher tous les objets et donc d'un passage à l'autre, automatiquement se le transmettre. Bonjour, c'est la douche ce matin? Il y a enfin les salles de bain communes, une seule par étage. Le virus est entré dans l'établissement par le personnel. En France, 18 000 salariés d'EHPAD ont été contaminés. Après l'interdiction des visites familiales, les soignants ont été contraints de travailler 15 jours sans aucune protection. Johan Collin, en charge des commandes, dit ne pas avoir eu le choix. Toutes nos commandes de masques auprès des fournisseurs étaient bloquées. Que ce soit les masques chirurgicaux ou FFP2, tout ce qui avait été lancé depuis début mars était bloqué. Par quoi? Je pense une pénurie et un blocage au niveau de l'État. Donc les fournisseurs n'étaient plus en mesure de nous fournir nos masques. La raison, c'est ce décret du 3 mars relatif à la lutte contre le Covid-19. L'État réquisitionne pour les hôpitaux l'ensemble des stocks et des productions de masques. Rien n'est prévu pour les EHPAD. Cette absence de protection inquiète le personnel. C'est difficile de pouvoir expliquer à des soignants qui sont stressés par la présence de ce virus dans l'établissement que aujourd'hui on leur donne peu de moyens mais que ça va venir en espérant que les dotations de l'État arrivent vite. C'est sûr qu'elles étaient dans un état de stress au travail. Et de colère aussi comme... Ah bah ça s'est manifesté par de la colère, oui c'est certain. Ils sont là pour soigner les gens et qui les soigne eux, qui les protège. En attendant les livraisons de l'État, la direction leur distribue un lot vieux de 10 ans. Donc le 25 mars, on a commencé à distribuer des masques périmés que nous avions en stock, en réserve. Nous en avions de la dotation de Madame Bachelot à l'époque de la grippe H1N1. Donc nous avions décidé de passer du coup ces premières dotations en premier. 2 jours plus tard, un premier cas de Covid est détecté parmi les résidents. On a un temps de réaction trop tard de 15 jours. Les premiers symptômes apparus le 24. Si on remonte 14 jours plus tôt, automatiquement sur la période d'incubation, si les soignants avaient eu les masques 14 jours plus tôt, je pense qu'il est probable qu'on aurait eu moins de contamination à minima auprès des soignants. Quand les nouveaux masques arrivent, début avril, le virus s'est déjà répandu. 11 résidents sont positifs. Pourquoi les masques sont-ils arrivés si tard dans les maisons de retraite? La région Grand Est a été touchée par l'épidémie 2 semaines avant le reste de la France. Le virus a fait 570 morts dans les EHPAD de la région au mois de mars. Le virus est arrivé sans prévenir, faisant sa première victime le vendredi 6 mars. Sa diffusion a été aggravée par la pénurie d'équipements de protection. En France, ce sont les ARS, les agences régionales de santé, qui gèrent au niveau local la dotation de l'État, les masques notamment. Christophe Lannelongue était directeur de l'ARS Grand Est au moment du pic de l'épidémie. Il dit avoir alerté le ministère de la Santé sur le manque de masques dans sa région dès le 17 février. Selon lui, l'État serait resté sourd à ses demandes. Alors, si on m'avait écouté, on aurait gagné 10 jours. Et ben, si j'avais pu commander des masques le 4 mars ou le 5 mars, j'aurais eu des masques le 12 mars. Et vous les avez eus quand? Je les ai eus à partir du 26 mars.
à partir de la fin mars, qui nous arrive de Paris, correspond à la moitié de nos besoins. Nous, on a besoin chaque semaine de 4,5 millions de masques chirurgicaux, dont 2 millions pour les EHPAD. Et en fait, on reçoit 2,2 millions de Paris, puis 2,8 millions. Donc finalement, les EHPAD, ils vont être les parents pauvres. Mais ça veut dire qu'il y a, il y a des bavures. Il y a des gens qui n'ont pas eu les masques qu'ils auraient dû avoir. Ça, c'est clair. L'ancien directeur de l'ARS pointe un autre dysfonctionnement. Tous les soirs, il participait en téléconférence à la cellule de crise présidée par Jérôme Salomon, le directeur général de la santé. Selon lui, cette cellule a trop tardé à mettre en place le confinement dans le Grand Est. Si on avait confiné le Haut-Rhin le 9 mars, au lieu du 17, comme l'ensemble du pays, on aurait gagné donc 8 jours, mais 8 jours très importants au moment où l'épidémie flambait au maximum. Ça, vous l'avez demandé? Alors, on a demandé à être confiné le 5 mars, et c'est le préfet qui l'a fait, puisque c'est normal, c'est le préfet, ça. On lui a refusé en disant que c'était compliqué de confiner un département aussi important. Et pourtant, c'est ce qu'on va faire sur la France entière. On va le faire sur la France entière 10 jours plus tard. Voilà. Mais le problème, c'est la vitesse de réaction, quand vous êtes en phase épidémique, elle est absolument majeure. Et c'est comme un feu de forêt aussi, hein, si vous voulez. Hein. Vous intervenez dans les premières minutes, ça va le faire. Après, c'est plus dur. Pendant plusieurs semaines, l'épidémie se répand dans les EHPAD. Mais l'État communique seulement le bilan du virus à l'hôpital. Dans les dernières 24 heures, ce sont donc 441 décès qui ont été enregistrés en milieu hospitalier contre 588. Les Français sont confinés. Le pays est à l'arrêt. Le 2 avril, Jérôme Salomon annonce pour la première fois des décès en EHPAD. Nous déplorons ce soir 884 décès survenus au sein des établissements sociaux et médico-sociaux et rattachés à l'infection Covid-19. 884 décès. Ils seront plus de 5000 le 12 avril, plus de 9000 fin avril. La France découvre l'ampleur du drame qui frappe ses aînés. Entre les EHPAD publics et les EHPAD privés beaucoup plus chers, le virus ne fait pas de différence. Le premier groupe privé est touché de plein fouet. La moitié des 308 établissements Corian sont contaminés. 19 morts à l'EHPAD Corian de Mougins. Ils seront bientôt 40. 14 morts dans celui de Saint-Germain-en-Laye. 18 morts à Corian-Coteau-de-Livette. Le taux de décès est largement supérieur à la moyenne des autres EHPAD, d'après nos calculs. L'hécatombe provoque l'incompréhension, la colère des familles. Olivia Mokijewski est journaliste. Il y a 2 heures, elle a appris le décès de sa grand-mère dans un EHPAD Corian. Moi, avant le confinement, j'ai failli prendre ma grand-mère chez moi. Et je me suis dit, bah non, c'est trop dangereux chez moi. Si elle se trouve, moi, je vais lui ramener un truc, c'est pas bien. Donc, je la laisse exprès en maison de retraite en me disant, c'est peut-être l'endroit où elle sera le plus en sécurité. Et en fait, c'est là où elle meurt. Et ça me rend dingue parce que, oui, elle avait 96 ans, mais c'était pas son heure. Sa grand-mère vivait dans la résidence Bel Air, à Clamart, en banlieue parisienne. Suite à l'interdiction des visites, Olivia et Hermine communiquent par écran interposé. Or, d'après Olivia, le 20 mars, certains membres du personnel ne portent ni masque, ni gants. C'était il y a à peu près une douzaine de jours. Un nouvel animateur est arrivé et il a fait un WhatsApp avec moi. Et là, je le voyais vraiment postillonner sur ma grand-mère, en fait. Il était vraiment à une... Voilà, ma grand-mère était là, lui, il était juste là. Il était collé à elle, face au téléphone. Donc elle me parlait, il était collé à elle. Et j'étais...
Enfin, je sais pas, c'est comme si c'était un pressentiment, mais j'ai tout de suite été extrêmement heurtée par cette vision. Je me suis dit, mais comment ça se fait que cette personne qui travaille en EHPAD se retrouve si proche de ma grand-mère? Le lendemain, Olivia alerte par écrit le groupe Corian. Hier, un animateur se tenait assis à côté d'elle, sans aucune protection. Je ne sais pas si le reste du personnel est équipé. J'attire donc toute votre attention sur cette situation et j'espère qu'il n'y aura aucune victime à Corian, car nous saurons d'où vient le problème. D'après une soignante que nous avons contactée, le personnel ne disposait d'aucune protection à ce moment-là. Il y avait le directeur régional qui était présent, donc on lui demande des masques et lui il sort du bureau, il dit oui, vous savez, on n'a pas de masque, on ne peut pas vous en donner, on ne peut pas vous en fournir, on n'a pas de masque. Je lui dis qu'on doit avoir les masques, c'est obligatoire pour protéger nos résidents. Non, on n'a pas le matériel, on n'a pas de masque, on n'a rien. Quand il y aura un cas, à ce moment-là, on vous distribuera le matériel. Les masques seront distribués quelques jours plus tard. Mais le virus circule déjà dans l'établissement. 2 salariés seraient en arrêt maladie à cause du Covid. Les employés malades communiquent par SMS. Coucou, ça va? J'ai appris que tu étais malade du Covid-19. Bonjour, ça va, merci. Faites attention à vous aussi. Mais tu as le Covid-19? Oui. Ça va, tu te reposes? Oui, pas le choix. Au lit. J'ai appris pour ta souffrance Covid-19. J'espère que ça va. Salut, le virus me met à plat, mon arrêt est prolongé. Les salariés me disaient « Ah, il y a des patients qui ont de la fièvre. Il y en a 4, il y en a 3. Ah, il y a eu un décès ce matin, on ne sait pas de quoi. » Donc j'avais quand même un appel au secours du personnel à l'intérieur qui faisait son possible, mais qui venait bosser avec la boule au ventre en se disant en fait, je vais peut-être tuer des gens, quoi. Au fil des jours, la santé d'Hermine se dégrade. Olivia parvient à la faire hospitaliser. Elle comprend alors que sa grand-mère ne s'en remettra pas. Le médecin de l'hôpital me dit, écoutez, elle est dans un état catastrophique, on vient de faire un scanner, ses poumons sont entièrement touchés sévèrement, donc la maladie, le virus a eu le temps de s'installer, on est à un stade extrêmement avancé. Au même moment, l'EHPAD envoie 2 mails étranges à Olivia. Le lendemain, j'ai reçu un mail en me disant « Votre grand-mère n'est pas disponible pour le Skype ». Voilà, donc là je l'ai pris comme une blague. Et le surlendemain, j'ai eu un mail me présentant les condoléances de la résidence pour ma grand-mère, mais ma grand-mère n'était pas morte encore. Ce mail, le voici. Toute l'équipe se joint à moi pour vous présenter nos plus sincères condoléances à la suite du décès de votre grand-mère. Madame Bidot a marqué la vie de notre résidence. Elle nous manquera de toute évidence beaucoup. 2 jours plus tard, Hermine meurt du Covid. Olivia porte plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui, non-assistance à personne en danger et homicide involontaire. Ce qui me met autant en colère aujourd'hui, c'est que j'ai vu le truc arriver, c'est que je l'ai vu en direct. En fait, sur les quelques minutes que j'avais de Skype tous les 2 jours, je voyais ce qui se passait. Alors comment moi, je pouvais voir en 5 minutes l'état de ma grand-mère, sa dégradation, ce qui se passait, et comment des gens qui étaient avec elle au quotidien n'ont rien vu et n'ont surtout pas alerté. Donc voilà, donc le manque de rigueur, le manque de transparence, c'est ça que je pardonne pas, quoi. Le groupe Corian aurait-il cherché à cacher les ravages de l'épidémie dans ses EHPAD? Albert Papadacci est délégué syndical CGT chez Corian. Il dit avoir reçu dès le début du mois de mars de nombreux messages de salariés inquiets. Donc la salariée m'écrit. Je tiens à préciser que les résidents ont commencé à être mal à partir du jeudi 5 mars. Une chose est sûre, c'est que sur certains salariés ont eu 38, et voire plus, et que personne ne les a renvoyés chez eux. Et des témoignages comme ça, j'en ai des dizaines et des dizaines. On commence déjà à avoir des morts dans les EHPAD. Ça n'inquiète personne. Tout le monde s'en fout, sauf nous. Sauf nous, où on dénonce. Attention, il y a des morts dans les EHPAD, on le met sur le blog, faites quelque chose. Il demande aux salariés les chiffres des décès constatés dans leurs établissements. Coteau-sur-Yvette, 25 décès. L'Épervier, 23 décès.
Ça, c'est jamais sorti dans la presse. Le syndicaliste accuse la direction de Korian d'avoir fait pression sur le personnel pour que ces chiffres ne soient pas rendus publics. Sur beaucoup d'endroits, j'ai des témoignages de salariés où leur directeur ou leur directrice leur dit « Ne communiquez plus à la presse, ne dites rien, n'en parlez pas, vous n'avez plus le droit ». Donc à un moment donné, il y a une chape de plomb qui s'abat sur les établissements en se disant « Pourvu qu'on ne fasse pas peur à nos actionnaires, pourvu qu'on ne fasse pas peur aux investisseurs, parce que si ça nous tombe sur la gueule, ça va aller très très mal pour nous. » 2 semaines après les premières fuites dans la presse, Korian finit par réagir. Bonjour Sophie Boissard. La directrice générale du groupe Merci beaucoup donne un premier bilan. Sur RTL, vous êtes la directrice générale du groupe Korian. Quelle est la situation précisément dans vos établissements au moment où nous parlons ? Nous comptons à ce jour, depuis le 1er mars, 356 personnes qui sont mortes, soit qu'elles avaient le coronavirus, soit qu'on pense qu'elles l'avaient. Quelques semaines plus tard, Korian déplore 716 décès. Le premier groupe d'EHPAD privés était-il prêt à affronter cette épidémie ? Inside Weekend, le patron de la semaine. Notre patronne de la semaine, c'est la patronne du groupe Korian, Sophie Boissard. Fin février, officiellement, le virus n'a pas encore frappé les maisons de retraite. La directrice générale du groupe se montre rassurante. Tous nos établissements appliquent des mesures de contrôle à l'entrée, d'hygiène des mains en particulier, de prophylaxie renforcée. Et nous avons par ailleurs renforcé nos stocks malgré tout pour être sûr qu'on ne soit pas à court de matériel médical. Si les stocks ont été renforcés, ils auraient tardé à être distribués. C'est ce que nous affirme au téléphone une femme médecin coordinatrice qui travaille dans un EHPAD Korian touché par le virus. Elle dit avoir réclamé des masques pour le personnel le 16 mars. En vain. Dans notre établissement, on avait des masques en stock. Le directeur de son bureau, il était bondé des masques. Et malgré tout, il a préféré appliquer les consignes qui venaient du siège plutôt qu'écouter mes consignes. On a perdu une semaine. Pendant une semaine, tous ces salariés qui étaient malades, mais qui étaient encore asymptomatiques, ils ont véhiculé le virus dans toute la maison. Mais pourquoi Korian n'a pas distribué ces masques immédiatement ? J'ai un contact téléphonique avec la direction médicale de Korian et le médecin m'a expliqué qu'effectivement c'est une décision qui a été prise pour raison logistique, à savoir Korian avait compté ses masques et ils se sont rendus compte qu'on n'avait pas assez de masques. Ça serait plus de 10 jours de distribution de masques pour le personnel. Dans l'EHPAD de cette médecin, le Covid aurait emporté 30 pensionnaires. Korian refuse de confirmer ces chiffres. Au Mets-sur-Seine, près de Melun, dans la résidence La Ferme du Marais, le virus aurait tué une trentaine de personnes âgées. Plusieurs soignantes acceptent de témoigner anonymement. Selon elles, au début de la crise, la direction ne voulait même pas entendre parler de masques. Il y a une collègue, elle s'est fait enguirlander par la directrice qui lui a demandé, enlevez-moi ça. Qui lui a dit mais c'est quoi tout cet accoutrement? Enlevez-moi ça, c'est pas utile. Ouais, c'est ce que nous a été dit aussi. Qui vous a dit ça? C'est la directrice qui leur disait ça, enlevez-moi ça, c'est pas utile, il n'y a pas de Covid. Pourquoi on ne protège pas son personnel? Pourquoi, à votre avis? Je pense qu'ils ont peut-être peur qu'on quitte le navire, qu'on panique et que personne vienne travailler, tout simplement, je pense aussi. Mais un matin, les soignants sont convoqués à une réunion. Des résidents viennent d'être testés positifs. La direction était présente à cette réunion pour nous annoncer qu'il y avait donc 2 cas de Covid. Donc c'était trop tard. C'était trop tard. Les 2 cas de Covid ont été accompagnés par les soignants sans le matériel nécessaire. Vous savez, c'est comme quand on fait rentrer le loup dans la bergerie. Le loup est rentré et il a fait des dégâts. Qui a été positif au Covid ici parmi vous? Toutes. Moi. Toutes. Ouais. Toutes. Nous 4, nous avons été positives au Covid. Une de leurs collègues aides-soignantes, Lydie Difoukidi, 51 ans,
est aussi contaminée. Elle est hospitalisée pour détresse respiratoire. Toute l'aile où Lydie était, c'est là où le Covid était concentré. Il y en a eu pas mal de résidents qui sont décédés là et la première qui est décédée, elle s'en occupait. Lydie s'occupait de la première décédée du Covid. Oui, donc elle était en plein dedans. Et puis on nous annonce son décès. Là, ça a été le choc total. L'aide-soignante est décédée après 3 semaines d'hospitalisation. Elle est la seconde salariée emportée par le Covid, chez Korian. Pourquoi Korian n'a-t-il pas distribué ses stocks de masques plus tôt? Nous avons posé la question au directeur médical au sein du groupe. On est content que vous répondiez à nos questions. Alors j'en ai pas mal à vous poser. Mi-mars, on est en phase épidémique aiguë. Est-ce que tous les salariés de Korian portent un masque, sont protégés dans les établissements? Rappelons-nous, parce qu'on a maintenant beaucoup plus de recul, c'était le ministère de la Santé qui avait donné ces règles. Il fallait utiliser des masques chirurgicaux quand un soignant était face à une personne malade. C'était ça la règle. Et d'après notre enquête, il y a certains établissements qui avaient des stocks de masques. Les masques n'ont pas été distribués au personnel. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des vols. Parce que les masques, ça se volait à l'époque. Parce que c'était une denrée rare. Donc on a subi des vols. Et qu'il n'y avait que les cadres de l'établissement qui pouvaient y avoir accès, parce qu'il n'était pas question qu'on se fasse voler nos stocks. Alors nous, on a recueilli le témoignage d'une médecin coordinateur qui nous a dit qu'on ne donnait pas tous les stocks parce que Korian avait peur de ne plus avoir de stock après. Je vous rappelle que la France entière manquait de masques, pas Korian, parce qu'on avait fait des stocks en amont. On avait calculé pour gérer une pandémie avec le volume qui permettait de gérer la phase pandémique dans l'établissement. Et non pas l'avant, l'après, les 6 mois qui suivaient, etc. Nous, on avait de quoi tenir globalement 2 semaines, et 2 semaines pour gérer une épidémie. Pour ne pas être à court de masques au pic de l'épidémie, Korian a retardé leur distribution jusqu'au 24 mars. Avant cette date, combien de résidents et de personnel ont été contaminés? Certaines familles reprochent à Korian d'avoir manqué de réactivité, comme à Marseille. Elles affirment aussi avoir été tenues à l'écart des décisions médicales concernant leurs parents. Au début de la crise, la direction de cet établissement ne communique pas sur la circulation du virus. Les familles ont l'idée de créer une conversation privée pour échanger des informations. Avez-vous des nouvelles de vos proches, au moins pour les cas suspects? J'aimerais savoir s'il y a des Covid-19 au 4e étage. Cette situation est anxiogène. On se bat depuis des semaines pour obtenir une communication de leur part. C'est le comble quand même de devoir se battre pour obtenir la vérité sur l'état de santé de nos familles. Nos parents sont à bout. Nous ne pouvons plus accepter de nous faire balader par la direction de Korian. Stop aux mensonges de Korian. Je viens d'appeler 2 fois Korian pour savoir si mon père était décédé. Moi-même et mon conjoint, nous nous sommes fait remballer comme des moins que merde, car on les dérangeait dans leur travail. Nous avons retrouvé Catherine Dubas-Joubert, la femme qui dit s'être fait remballer. Georges, son père, est le premier mort du Covid dans l'établissement marseillais. Catherine pense que Korian a agi avec lui dans la précipitation. Le 1er avril, Georges est fiévreux. Quand le médecin coordonnateur va me téléphoner pour me dire que papa a 38,5 de fièvre, elle l'a déjà transféré dans la zone Covid positive, dans lequel elle va stocker les gens qu'elle pense avoir le coronavirus. Il n'est pas testé, elle n'a aucune preuve. Georges est désormais en secteur Covid, au 3e étage, avec des résidents positifs ou suspectés d'être positifs. Ils ont été vus par un médecin, mais n'ont pas tous été testés. Le médecin coordonnateur, il va affirmer à mon conjoint,
au téléphone qu'elle dispose des tests, mais qu'elle en a assez, mais qu'elle ne veut pas s'en servir. Je ne comprends pas pourquoi elle refuse de le tester. Donc je vais vraiment avoir très peur que s'il l'a pas, il l'attrape. Là, l'angoisse monte vraiment. D'autant plus qu'en testant le personnel, d'après nos informations, 8 cas se seraient révélés positifs. Le 2 avril, elle s'adresse à la direction nationale du groupe Korian pour exiger de nouveau qu'on teste son père. Nous avons écrit à Sophie Boissard et Antoine Pinel, ainsi qu'au médecin coordonnateur et la directrice de la maison de retraite. La médecin coordonnateur de Korian va me répondre que elle va me répondre. Elle va me renvoyer un mail en me disant « je vais vous répondre ». Elle ne m'a jamais répondu et la direction générale de Korian ne m'a jamais non plus répondu. L'établissement lui assure que son père va bien. Mais le lendemain, elle reçoit un appel d'un médecin urgentiste qui vient d'arriver à l'EHPAD. Son père est en phase terminale. Tout s'est emballé comme une machine infernale. D'une minute à l'autre, j'attends leur appel pour m'annoncer sa mort. Courage, Catherine. Le 3 avril, quand je vais venir voir mon papa en train de mourir et le regarder agoniser pendant plus de 4 heures, je vais pouvoir constater que la directrice est habillée en habit civil. Elle n'a pas du tout une tenue médicale. La médecin était habillée dessous en habits qui n'étaient pas médicaux, qu'il n'y avait aucune étanchéité entre la zone dite positive et dite négative. Nous avions des gants et des blouses, et les blouses avaient les manches qui bâillaient, et nous avons passé notre temps à essayer de remettre les blouses dans les gants, alors qu'il aurait suffi d'un simple morceau de scotch autour de la blouse pour rendre cette blouse étanche avec les mains. Donc ce sont des choses ultra simples, c'est du sparadrap, 2 tours de sparadrap autour du poignet. Donc en termes de règles sanitaires, si la personne était réellement contaminée, je trouve que bon, c'était pas forcément opportun. Papa est mort maintenant. Que votre papa repose en paix. Aujourd'hui, des tests de dépistage ont enfin été effectués. Tout cela arrive bien tard. Et j'espère qu'il n'y aura pas d'autres victimes de cette négligence et de ce retard. Après la mort de Georges, la direction procède au test de l'ensemble des résidents. Résultat, 24 positifs, 60 négatifs. Ce test révèle aussi que parmi les personnes placées en zone Covid, au moins une n'était pas contaminée. Oui, alors maman, comment ça va ? Ça va bien. Bon, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Jeanne a été placée dans le secteur Covid le 27 mars, sans être testée positive. Et le Covid alors ? Tu en entends toujours parler du Covid à la maison de retraite ? On parle de ça. Je te fais des bisous, hein ? Dans cette EHPAD à 3 700 € par mois, Sylvie a bien cru qu'elle allait perdre sa mère. Il faudra attendre la semaine prochaine pour revoir maman. C'est pas évident. Pour moi, maman était condamnée à mort en rentrant dans cette pièce, tout simplement. Pour elle comme pour moi, c'était terrible. Sylvie a vécu dans la peur que sa mère soit contaminée par les résidents malades. Et l'appel d'un médecin finit par l'inquiéter. Il me dit qu'en cas de détresse respiratoire, qu'il y avait un protocole et que, en gros, elle ne souffrirait pas. Clairement, il m'a annoncé la fin de vie de maman. Mais Jeanne va s'en sortir. Le lundi 6 avril, tous les résidents de l'EHPAD ont été testés. Et le 7 avril, on m'a annoncé que maman était négative. Sa mère aura passé 12 jours en zone Covid, au péril de sa vie. Comment les directeurs d'EHPAD Korian ont-ils géré la crise ? Après 1 mois et demi de négociations, le groupe a fini par nous ouvrir les portes d'un de ses 308 établissements. Bonjour, je
laisse vous inscrire. Ah oui, alors avez-vous des symptômes? Ben non. Le directeur des relations presse s'est déplacé en personne. Avant toute chose, la directrice veut témoigner du sentiment d'injustice qu'elle éprouve, après les critiques adressées au groupe Korian. On est tous engagés au quotidien, encore plus pendant la crise. Et c'est vrai que systématiquement, être stigmatisé, c'est difficile. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous fait venir pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qu'on fait dans nos maisons, en tous les cas, ce qui se passe ici. Parce que voilà, on y fait de belles choses. On a des résidents qui sont heureux et on mérite autre chose qu'effectivement être stigmatisé aussi souvent dans les médias. Certains établissements Korian ont été critiqués pour leur manque de personnel. Ils n'ont pas eu le choix, selon elle. Les personnels qui étaient prévus dans nos plannings, qui travaillaient également à l'hôpital, nous ont appelés du jour au lendemain en nous disant on ne peut plus venir travailler, on est réquisitionné à l'hôpital. Donc on s'est retrouvés en difficulté aussi avec des personnels qui étaient prévus pour travailler chez nous. Et on leur a dit non, la priorité n'est pas l'EHPAD finalement. Sur les 22 résidents touchés par le Covid, près de la moitié ont survécu. La directrice tient à nous présenter un résident tiré d'affaire. Monsieur Crochet, je vous présente. Ah là, vous êtes chez vous, hein? Bah non, je suis chez vous. Ah oui. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Elle est jolie votre chambre. C'est vrai? André Crouchet, 94 ans, est une célébrité de la résidence. Il figure même sur le calendrier de l'établissement. C'est cette épidémie. On s'attendait à tout, mais pas à ça. Ouais, c'est sûr. Ah oui. Moi-même, je suis tombé malade, mais je m'en suis sorti. J'ai repris le dessus, et puis j'ai repris la vie de maintenant, quoi. Ben, ce serait bien passé de cet épisode-là, moi. Oui, bah oui. Vous payez combien pour une chambre? 4400 par mois. Oui. Vous voyez, il a fallu que je sois très prudent dans ma vie pour pouvoir ne devoir rien à personne et pouvoir payer quand même une fin de vie pas trop désagréable. La directrice raconte que le virus a été identifié dans l'établissement le 16 mars, la veille du confinement des Français. Contrairement à l'EHPAD Perrier à Marseille, elle n'a alors pas créé de zone Covid. Alors au départ, on n'avait pas accès aux tests, très peu. On avançait dans le brouillard comme tout le monde, hein. On a avancé, on a tâtonné petit à petit. La difficulté en fait, c'était de ne pas savoir. Donc un résident qui est suspecté, est-ce qu'on le met dans une unité Covid avec le risque que s'il est sain, il l'attrape? On ne pouvait pas se le permettre. C'est pour ça qu'il fallait qu'on ait les tests pour pouvoir faire une unité Covid. Ce n'est qu'après avoir pu tester l'ensemble des pensionnaires que la directrice a finalement créé une zone Covid, fin avril. À Marseille, pourquoi la direction de l'EHPAD a-t-elle placé des patients en secteur Covid sans les avoir testés auparavant? Nous avons posé la question au directeur médical. On a le témoignage d'une famille qui a réclamé de faire tester son père. La direction a refusé de faire tester ce monsieur, l'a mis d'office dans la zone Covid. Et un point important, ce n'est pas de placer dans un secteur Covid un résident qui le met en danger, c'est de ne pas l'y mettre. Parce que dans ce cas-là, il n'a pas forcément la surveillance la plus poussée qu'on peut avoir dans le contexte de l'établissement. Le vieil homme aurait donc été placé en secteur Covid pour être mieux soigné, sans même savoir s'il était contaminé. Était-ce une erreur, si l'on compare à ce qui s'est passé à l'EHPAD du Perreux? Nous avons été invités par Korian à visiter un établissement au Perreux. Et la directrice nous dit autre chose. Moi, je n'ai pas fait de zone Covid aussi longtemps que je n'avais pas de test. Il est impensable de faire une zone Covid tant qu'on n'a pas pu tester. On y revient, mais là vous parlez des paramètres de notre interview récente. Le directeur des relations presse n'apprécie pas la question. Ah bah oui, c'est ça. On fait un procès. Ah pas du tout. Là vraiment, je ne comprends pas pourquoi vous vous énervez. C'est une question. Nous ne saurons pas pourquoi à Marseille, des patients ont été admis en zone Covid sans avoir été testés. Quant au manque de tests dans ces EHPAD, le directeur médical nous explique que Korian se conformait aux recommandations des autorités sanitaires.
On obéissait à une consigne. Alors on peut nous faire le reproche d'obéir aux consignes des autorités, qu'au-delà de 3 tests, quand une personne est symptomatique, le test n'est pas nécessaire pour préserver les capacités de test dans les états. Mais vous ne pouviez pas aller au-delà des recommandations. Vous avez cette capacité d'aller au-delà, parce que c'est des recommandations, ce n'est pas une obligation. On peut toujours dire, est-ce qu'on n'a jamais fait assez vite, assez tôt? On n'est pas parfait, mais on a fait de notre mieux pour essayer de soigner des personnes, c'est notre objectif premier. Il y avait bien des consignes de l'État pour limiter le nombre de tests dans les EHPAD. Nous avons retrouvé ce courrier du Haut Conseil de la Santé publique, adressé au directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, le 10 mars. Ne sont pas des indications prioritaires l'exploration de cas possibles en EHPAD. Au sein de ce type de collectivité, se limiter à 3 tests par unité. Pourquoi seulement 3 par établissement? À cause de la pénurie, selon l'ancien directeur de l'Agence régionale de santé, dans le Grand Est. Quand l'épidémie démarre, début mars, on a une capacité de test d'une centaine de tests par jour. Pour combien de personnes? Pour toute la région. C'est-à-dire qu'on a une capacité de 100 tests pour 5 millions d'habitants. 5 millions 6 exactement. C'est ridiculement peu. C'est très peu. Pour vous donner un chiffre, en Allemagne, dès le 5 février, on est à un rythme de 500 000 tests par semaine. C'est un contexte dans lequel vous savez que vous n'avez pas les moyens de faire tous les tests que vous souhaiteriez et vous essayez de définir des critères de priorité de façon à économiser le plus possible vos tests. Et une priorisation qui a été faite, c'est de dire que si vous avez 3 résidents positifs, vous embêtez pas, vous avez toutes les chances, statistiquement, que les autres le soient aussi. C'est une logique de gestion de pénurie. Une logique qui fait des EHPAD le parent pauvre des hôpitaux et qui fait bondir certains médecins, comme Philippe Juvin, chef du service des urgences à l'hôpital Georges Pompidou, à Paris. Bon, moi, j'ai toujours dit que c'était une bêtise. Les EHPAD, on aurait dû très rapidement, très massivement tester tout le monde, le personnel d'ailleurs, comme les patients. Pourquoi tout le monde? Parce que d'abord, vous avez beaucoup de gens qui ont le Covid, qui sont donc contagieux, qui n'ont pas de symptômes. Ben, ceux-là, il faut les tester. Et l'idée de se dire, j'attends que quelqu'un ait un symptôme, puisqu'on a aussi entendu, pour le tester dans les EHPAD, c'est une bêtise. Plus vous testez, plus vous avez une photographie de la maladie, plus vous avez une photographie de la maladie, plus vous pouvez isoler les positifs. Plus vous isolez les positifs, moins ils ont de chances d'infecter les négatifs. Enfin, tout ça, c'est du bon sens, ça devrait l'être. Si les EHPAD avaient disposé de suffisamment de tests et de masques dès le mois de mars, des morts auraient sans doute pu être évitées. Pour preuve, ce graphique que nous avons réalisé à partir de données de Santé publique France. Plus de 3700 résidents sont morts la première semaine d'avril. Ils ont été contaminés en mars, à une période où les tests et les masques manquaient dans les EHPAD. Après la généralisation des tests et du port des protections, le nombre de décès n'a cessé de baisser. Fin mai, le virus ne faisait plus que quelques victimes chaque semaine. Pourquoi avoir tant tardé à équiper les EHPAD? À l'hôpital Antoine Béclair, à Clamart, le 7 avril, le docteur François Bouet écrit une lettre au directeur général de la santé. Face à l'urgence, il exhorte l'État à renforcer les moyens des EHPAD. Cher Jérôme, la situation dans les EHPAD est dramatique. Le retard à l'appréhension du problème et à l'apport de solutions est véritablement incompréhensible et génère une véritable maltraitance. Selon lui, les maisons de retraite ont été sacrifiées dans les premières semaines de l'épidémie. On a fait semblant de prendre des décisions qu'en fait on n'a prises que par manque de moyens. Pas de masque parce que pas de masque, pas de test parce que pas de test, et que comme de toute façon on n'avait rien à faire avec ces gens, ça servait à rien de les tester. Il faut raisonner comme ça, c'est-à-dire en disant, en fin de compte, comme de toute façon, on ne va pas s'en occuper, pourquoi les tester?
Et donc on a totalement laissé tomber les EHPAD. Sciemment. Des proches de résidents considèrent eux aussi que leurs parents ont été abandonnés. Depuis le 1er mars, nous déplorons 9 471 décès dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Un mois après le décès de sa grand-mère, Olivia Mokijewski crée une association qui regroupe près de 200 familles de résidents en colère. Le collectif 9 471, le nombre de décès recensés ce jour-là. Ah, bonjour. Bonjour. Bonjour Paul. Par visioconférence, elle réunit plusieurs membres de l'association qui portent plainte contre des EHPAD privés ou publics. Vous avez récupéré le dossier médical, vous ? Pas d'informations, toujours ils refusent de me donner le dossier médical. J'ai eu des informations partout. Ils ne peuvent pas vous le refuser. Mais je sais, mais ils refusent quand même. Mais par contre, moi personnellement, sur le dossier médical, je l'ai lu par rapport à mon père. Ils ont marqué, voilà, nous passons en soins palliatifs par rapport à ce monsieur et il est en phase terminale. Et ils ont marqué, vu avec la famille. Nous, on n'a jamais été informés à ce jour-là qu'il était dans cette situation-là. Et ils l'ont marqué, hein. Je ne sais pas quelle famille il parle parce qu'il n'y a aucune personne de ma famille qui était au courant. Il y a combien de morts dans votre établissement ? Enfin, dernier bilan, il y avait 36 sur 88 résidents. Ouais, moi, ça se trouve, c'est ça. Et on a appris qu'il y avait 15 morts, alors qu'ils avaient dit qu'il y avait un cas de Covid. En fait, il y avait déjà 15 morts, ils ne l'ont pas dit. Ah oui. C'est important qu'on soit tous d'accord sur qu'est-ce qu'on cherche et qu'est-ce qu'on veut. Dénoncer ce qui s'est passé. Dénoncer et surtout savoir ce qui s'est passé pendant un mois, pendant le confinement. Mais j'espère juste que par rapport à ma plainte, elle ne sera pas classée sans suite, qu'il y aura une enquête derrière pour que je puisse avancer et avoir une fin à l'histoire, parce que sinon je ne peux pas avancer comme ça. Sinon ils vont oublier, tout le monde va oublier, va passer à autre chose. C'est ça le risque. Le risque, c'est qu'à un moment donné, on se dise, bon, bah, c'est comme la canicule, c'est dommage pour tous ces petits vieux, on a un peu de peine pour eux, mais au revoir, quoi. On va y arriver, hein. Ouais. Oui, c'est ça, il faut qu'on garde le moral, quoi. À bientôt, au revoir. C'est la même souffrance en boucle, et c'est pas une souffrance qui est liée à perdre une personne âgée qui devait partir. C'est la manière et l'inhumanité avec laquelle ça s'est fait, c'est la violence avec laquelle ça s'est fait. On ne s'était pas débarrassé de nos proches en les mettant dans des EHPAD, on les a confiés à des établissements, et on a l'impression que c'est eux qui les ont abandonnés. Et on est à la fois pris d'une culpabilité énorme et en même temps d'une colère monstre en se disant mais non, c'est pas nous qui devons culpabiliser. C'est qu'est-ce qui s'est passé dans ces EHPAD et qu'est-ce qu'ils ont fait avec nos vieux, quoi. Qu'est-ce qu'ils en ont fait et comment on a pu aussi peu les aimer pour les laisser partir dans ces conditions, quoi. Une quarantaine de plaignants ont fait appel à Fabien Arakelian. L'avocat dénonce la volonté de certains EHPAD de cacher l'ampleur du drame. Ce qui est commun, c'est la dissimulation, le mensonge, c'est la loi du silence. Il y a eu de la dissimulation sur l'état de santé de certains résidents et sur la propagation du virus au sein de certains établissements. Cette question des EHPAD, c'est vraiment un scandale de santé publique, hein, c'est pas autre chose, hein. Au début, certains rigolaient lorsque je disais attendez, on n'est pas loin du sang contaminé, mais en fait, c'est la même chose, hein. Enfin, je suis navré. Sacrifier des personnes âgées dans des EHPAD et ne pas avoir fait tout ce qu'il fallait pour les sauver, bien sûr que c'est scandaleux. L'État a-t-il sacrifié les personnes âgées dans les EHPAD ? Nous avons contacté à plusieurs reprises le cabinet du directeur général de la santé, Jérôme Salomon. Nous souhaiterions notamment l'interroger sur les masques arrivés tardivement dans les EHPAD et sur les tests limités à 3 par établissement. Ces demandes sont restées sans réponse. En France, l'égal accès aux soins est garanti par la Constitution et le Code de la santé publique. Mais faute de place dans les hôpitaux, une victime du Covid sur 3 est morte dans sa chambre d'EHPAD. Pourtant, fin mars, le ministre de la Santé avait demandé que les résidents en état d'être transférés aient accès à l'hôpital. Je demande à ce qu'au sein de chaque territoire de santé soit identifiée une filière d'admission des patients âgés issus des EHPAD malades du coronavirus.
Malgré ces consignes, beaucoup de résidents d'EHPAD n'ont pas eu accès à cette filière d'admission. Christophe Prudhomme en a été le témoin. Il est médecin du SAMU en Seine-Saint-Denis, le département français le plus touché par l'épidémie. On peut considérer qu'il y a eu une véritable perte de chance pour les résidents en EHPAD, en Île-de-France ou dans le Grand Est, par manque de lits, et par la volonté de laisser en milieu ordinaire, c'est-à-dire EHPAD ou domicile, les patients le plus longtemps possible pour que l'hôpital ne craque pas. Il y a eu un tri de tous les patients, donc il y a eu un tri des patients en EHPAD. Et au plus fort de l'épidémie, les ambulances du SAMU ont été débordées. On envoyait des moyens avec 1 heure ou 2 heures de délai parce qu'on n'avait pas de moyens. Voilà. Dans l'ordre des priorités, les EHPAD n'étaient pas au sommet de la pile. Et donc ce retard de prise en charge a entraîné une surmortalité qui était évitable. Une fois à l'hôpital, un nouveau tri des patients âgés pouvait encore être opéré. À l'hôpital Georges Pompidou à Paris, le chef des urgences le reconnaît. Après que certaines personnes, parce qu'elles étaient dans des états souvent extrêmement dégradés, avec une probabilité nulle de pouvoir retrouver un état correct, que certaines personnes n'aient pas été transférées en réanimation, oui, c'est une évidence. Mais ça nous arrive aussi en dehors du Covid. Le choix, il existe en permanence dans la vie des réanimateurs. Voilà. Mais là, il est exacerbé parce que forcément, vous avez plus de malades qui arrivent et vous n'avez pas beaucoup plus de lits de réanimation. De mars à septembre, 3813 résidents sont morts à l'hôpital. 10 485 sont morts dans leur chambre d'EHPAD. Comment ont-ils été pris en charge médicalement? Dans quelles conditions sont-ils morts? Tu commences juste là où tu termines? À l'EHPAD public de Buzançais, les résidents n'étaient pas non plus prioritaires pour être hospitalisés. Ce qui est certain, c'est qu'un tri a été fait en fonction de l'âge et de la dépendance de nos résidents, oui, c'est sûr. Une personne d'un très grand âge, alors autant vous dire que c'est 100% de notre population, avec une dépendance très forte, associée à une démence, était refusée pour les hospitalisations. Vous avez dû les garder? On a dû les garder, les maintenir dans leur chambre avec l'oxygène. L'oxygène mural permet de lutter contre les détresses respiratoires. Mais rares sont les EHPAD équipés. Ceux qui n'avaient pas d'oxygène mural, ça a dû être très compliqué pour eux. Et ça a pu mettre la vie de certaines personnes en danger? Si les hospitalisations ont été refusées, comme nous on a eu le cas, oui, très certainement. Contrairement aux idées reçues, les EHPAD ne sont pas des lieux médicalisés. Ici, les infirmières prodiguent des soins de base et elles ne travaillent pas la nuit. Vas-y, tu peux tendre le bras. Un tiers des établissements n'ont pas de médecin, même si c'est obligatoire. C'est fini. Le Covid s'est abattu sur des maisons de retraite démunies face à la fulgurance de l'épidémie. On n'a pas géré la médicalisation, on ne les a pas dotés de matériel adapté. Laisser les gens se démerder, on regarde la situation des EHPAD avant la crise, c'était laisser mourir des gens dans des conditions lamentables, parce que le choix qui a été fait, et qui sûrement n'était pas le bon, c'est de concentrer tous les moyens sur l'hôpital et sur les soins aigus à l'hôpital, alors qu'il aurait fallu mettre des moyens en prévention pour éviter que les gens viennent à l'hôpital. Fin mars, des personnes âgées meurent par centaines dans leurs chambres d'EHPAD, souvent à cause d'insuffisance respiratoire, parfois dans d'atroces souffrances. Claude Jandel est président du Conseil national professionnel de gériatrie. Il alerte le ministre de la Santé. Il lui demande de mettre à disposition des EHPAD des médicaments réservés aux soins palliatifs à l'hôpital. Ils atténuent la douleur des derniers instants.
il était nécessaire de pouvoir assurer le meilleur encadrement de soins de ces résidents in situ, c'est-à-dire dans l'établissement. Je pense aux résidents qui sont malheureusement en fin de vie ou déjà en soins palliatifs. Il est important que cette fin de vie s'accomplisse dans les meilleures conditions de confort. On doit traiter donc la douleur, les morphiniques, et on doit traiter tout ce qui est source d'inconfort. Et s'il y a une détresse respiratoire, on doit la traiter. 2 jours plus tard, le 29 mars, par décret, le gouvernement autorise l'usage de médicaments de soins palliatifs. Parmi eux, le Rivotril et le Midazolam, habituellement interdits en médecine de ville et dans les EHPAD. À Buzancais, cette décision a été mal vécue par le personnel soignant. C'est un sédatif qui les aide à être apaisés et du coup à décrocher. C'était pour les aider à partir plus vite sans souffrance. Quand on a reçu ces directives, ça nous a choqués de se dire que là, on ne donnait aucune chance aux personnes âgées de s'en sortir. Voilà, ça c'était notre colère. Quand une personne âgée n'est pas hospitalisée et qu'ensuite ce qu'on lui propose c'est une sédation dès l'instant qu'elle va présenter une détresse respiratoire, ma première réaction ça a été on nous demande de faire une euthanasie passive auprès de nos résidents. Ici, 2 résidents en fin de vie ont reçu des injections de Midazolam. Leurs familles en ont été averties. Mais plutôt que d'abréger leur souffrance, les soignants auraient préféré pouvoir mieux prendre soin des personnes âgées malades. Ailleurs qu'à Buzancais, certains ont très mal vécu cette situation. Comme cette médecin d'EHPAD public. En fait, c'était des injonctions paradoxales. C'était... J'ai pas le droit de prescrire quelque chose qui pourrait soigner les personnes si elles étaient atteintes. Par contre, je suis autorisée à les faire partir en douceur, comme ils disent. Puisque le souci, c'était l'asphyxie. Regarder quelqu'un s'étouffer, mourir étouffé, c'est insupportable. On imagine la grande souffrance. On a abrégé les souffrances des gens, donc j'appelle ça euthanasie. Je suis encore choquée. Je suis choquée par ça. Qu'est-ce qui vous choque? Qu'on ait osé nous demander de piquer nos patients pour les faire partir plus vite pour que... C'est insupportable. C'est un sentiment d'horreur. La décision de prescrire ces médicaments a été prise en accord avec des médecins hospitaliers. Les médecins d'EHPAD devaient décrire l'état de leurs patients sur ces fiches de décision à la limitation ou l'arrêt des traitements. Selon cette femme, ces informations pouvaient aussi réduire leurs chances de survie. La fiche servait à synthétiser en fait son dossier. Il a plus de 70 ans. En effet, il souffre de comorbidité. En effet, il est dénutri. Donc c'était moi qui devais écrire noir sur blanc ce pourquoi le patient ne serait pas pris en charge par le 15, par le SAMU ou par un service de réanimation. Je pense que je l'ai très mal ressenti. Le scandale, c'est que nos résidents en EHPAD aient été discriminés d'emblée. Il n'y a pas eu d'égal accès aux soins. On a discriminé en France en 2020. Ce recours aux soins palliatifs en EHPAD a été autorisé jusqu'au début de l'été. Nous allons débuter un processus qui va permettre au pays de sortir doucement du confinement que nous connaissons depuis le 17 mars. C'est une bonne nouvelle pour la France, pour les Français. Le 11 mai, les Français reprennent goût à la vie. Mais dans les EHPAD, les personnes âgées sont toujours coupées du monde, à la demande de l'État. Les activités communes restent interdites.
À Buzancais, Reine s'ennuie dans sa chambre depuis bientôt 3 mois. Qu'est-ce que j'aimerais sortir? On perd des muscles à ne pas marcher. Mais avant, je descendais en bas, m'asseyais sous le tilleul, passais la soirée tranquille assis sous le tilleul. On y allait, les gens passaient. Mais là, on n'a pas le droit. Vous le vivez comment? Mal. Je dis, on se sent en dehors du monde. La psychologue tente de maintenir le lien avec l'extérieur. Coucou Antoinette. Oui. Bonjour. Ça va Madame Germain? Oui. Tenez, la petite gazette Famille Léo. Sur cette gazette, des photos envoyées par sa famille. Je vois ce qui se passe dehors chez ma fille, chez mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. J'ai eu un petit arrière-petit-fils, là. Ça, c'est mes 2 arrière-petits, les 2 frères, les 2 arrière-petits-fils. Puis vous avez une belle photo de roses, si je ne me oui, trompe pas. Les roses, mais je ne sais pas ce qu'ils sont. Les belles roses. Voici quelques roses de mon jardin. J'en avais beaucoup à la maison. Ça vous a touché, ça? Je voudrais la sortir. Donc ça vous rend triste? L'interdiction de quitter les chambres a eu un effet dévastateur. C'est une privation de liberté. Et beaucoup disent, oui, maintenant, on est en prison. Symptomatologie dépressive, perte d'appétit, tout ce qui est en lien avec la dépression. Le danger, c'est de ne plus avoir d'espoir dans l'avenir. Et forcément, qui dit ne plus avoir d'espoir dans l'avenir, dit ne plus avoir de projet, donc dit à quoi bon vivre. J'en ai marre de vivre. On ne peut pas dire qu'on a du plaisir dans la vie. C'est plus un plaisir, c'est... on vit. C'est tout. Censé les protéger, l'isolement a conduit certains à se laisser mourir. Parmi les rares visiteurs autorisés, des médecins de ville ont été témoins de ce que certains appellent le glissement. Comme cette femme. Il n'y a pas eu que des décès dus au Covid. Il y a eu beaucoup de décès de personnes âgées qui sont mortes de chagrin, qui sont mortes de l'isolement. Moi, j'en ai vu plusieurs qui m'ont dit « j'ai plus envie, j'arrête ». Ils le formulent, j'en ai marre, j'arrête. Et ils sont arrêtés de manger et de boire. Et malgré les perfusions et malgré tout, ils se sont laissés mourir. Ceux-là, en bout de 15 jours, ils sont partis. Eux, ils n'avaient pas le Covid, mais ils sont morts. Ils sont morts de chagrin, tout seuls. Ils ont dit qu'est-ce qu'on a encore à faire sur Terre, quoi. On est un poids, on est la raison du mal-être de la société. Autant qu'on s'en aille, au moins on ne dérangera plus personne. Nul ne sait combien se sont laissés mourir. Mais les risques étaient connus. 2 jours avant la décision d'isoler les résidents en chambre, le Conseil national d'éthique rappelle: l'environnement familial ou amical dont les résidents ne peuvent plus momentanément profiter est leur raison essentielle de vivre. Les en priver de manière trop brutale pourrait provoquer une sérieuse altération de leur état de santé de façon irrémédiable et même enlever à certains le désir de vivre. Pourquoi on a interdit l'entrée des EHPAD aux familles? Pourquoi on l'a interdit? Qu'est-ce qui empêchait de mettre une tenue aux enfants et de rentrer? Puisque nous, on rentrait dans les EHPAD, on venait de l'extérieur aussi. Pourquoi on a empêché aux enfants de voir leurs parents en fin de vie? Pourquoi il y a des vieux qui sont morts tout seuls? Quand on prend la décision de laisser des personnes âgées isolées pendant 2 mois sans voir les familles ni rien, c'est qu'on n'a pas d'humanité. C'est qu'on ne sait pas ce que c'est la vieillesse, c'est pas possible. Aujourd'hui, des citoyens demandent qu'on ne puisse plus jamais isoler les résidents de leur famille. Parmi eux, Catherine Dubas-Joubert, dont le père est mort en EHPAD.
Avec une avocate, une docteure en droit de la santé et un enseignant en médecine, elle a rendez-vous avec un député. Ils veulent lui soumettre un projet de proposition de loi qui interdirait l'enfermement des résidents. Le plus marquant, c'est quand même la liberté d'aller venir. On les a enfermés quand même. Il y a la liberté d'aller venir, la liberté de circuler, oui, c'est ça. C'est quand même fondamental. Parce qu'on a tous été limités dans notre liberté d'aller venir. Mais eux, ils ont été enfermés. Cette proposition de loi garantirait aussi aux familles le droit de participer aux décisions médicales, même en cas de crise sanitaire. Altérées, oui, mais en tout cas, elles sont réduites. Pertinent, effectivement. On a besoin, nous, d'avoir un véritable droit de savoir ce qui s'y passe et pouvoir prendre la décision voilà, quand elle s'impose, quoi. Et là, on n'a pas eu cette possibilité. Je me suis sentie privée de la tutelle que je ne leur avais pas donnée. Et je n'aurais pas donné ce choix de décider à ma place. Mais ce drame a montré une inéquité flagrante, on le disait. Vous êtes mineur, vous êtes un élève, vous êtes défendu par des parents d'élèves, vous êtes propriétaire, vous avez un syndic, et là vous êtes des majeurs, et parfois vous avez toute l'attitude intellectuelle, et vous avez été privé de tout, et privé de principes qui sont pourtant établis constitutionnellement, quoi. Pour eux, dans une démocratie, la fin de vie ne doit pas être une fin de droit. Tu demandes à ce que il y a eu une éclipse, il y a eu un vide juridique. Ce qui est absolument hallucinant, c'est que ces personnes âgées avaient moins de droits qu'un délinquant incarcéré. Mais quel crime avait-il commis? Sinon d'être vieux. Est-ce qu'être vieux, aujourd'hui dans notre société, c'est un crime ou un délit? Leur projet a été repris par une cinquantaine de députés du groupe d'opposition, les Républicains. Cette proposition de loi pourrait bientôt être discutée au Parlement. Pour empêcher la solitude de leurs résidents, tout en les protégeant du virus, une quinzaine d'EHPAD ont fait un choix radical. Confiner le personnel avec les résidents. Villa Nova, un établissement associatif au sud de Lyon, est le premier à avoir tenté l'expérience dès le début du confinement. Madame la directrice nous accueille à 7 heures, en robe de chambre. Depuis qu'elle dort sur place, Valérie Martin ne compte pas les malades du Covid, mais les jours de confinement. Et nous, 47. Coucou! Ici, personne ne porte de masque, sauf nous. Eh oui, ça y est. Toujours avec la même robe de chambre. Ça va? Tout va La bien. chère voisine, parce qu'on dort à côté. Hein. Ah, c'est vrai. Eh oui, on dort à côté. Ça va, je fais pas trop de bruit? Je n'entends pas ronfler. Non, moi je ronfle pas. Dormir sur place a rapproché la directrice de ses hôtes. Ça va? Ils me connaissent maintenant. Voilà, il y a cette relation qui est devenue normale entre deux personnes et pas entre résidents et directrice. La vie continue comme avant le Covid. Personne n'est isolé dans sa chambre. Comment allez-vous? Ça va, oui. On est avec vous. Les résidents sont libres de se déplacer sans masque. Libres aussi de se promener dehors. J'ai vécu à la campagne. Alors rester dedans, moi ça va pas. À la campagne, on ouvrait la porte, on était hop, dans l'air. Le 77, le 5. Et les activités collectives se poursuivent sans distanciation sociale. Attention, ça chauffe. Le 43. On s'assoit là? On s'assoit? Le lame trouve le lame, on reste pas dans les chambres, hein, parce que on viendrait. On est bien soigné,
On est bien dans leur thé, mais enfin, c'est le principal qui nous manque. Le temps semble suspendu. La famille. Moi j'ai ma petite fille, mais je la vois pas. Et avoir hâte de se dire que le confinement, c'est de l'histoire aussi. Les photos, ça va? Valérie a proposé à ses équipes de sacrifier provisoirement leur liberté pour le bien-être des personnes âgées. C'est quelque chose que je ne voulais pas perdre en mettant les résidents dans leur chambre, en mettant un masque. Tout le tactile, tout le toucher, tout ce relationnel, les caresses, etc., c'est extraordinaire. Il faut penser qu'ils n'en ont pas de la part de leur famille. Donc c'est nous qui leur apportons toute cette richesse de sensations, de proximité, de tendresse aussi. Ah oui, dans votre chambre? Bah oui. Quand la moitié du personnel se porte volontaire pour se confiner, personne ne sait s'il y a des cas positifs parmi eux. Les tests ne sont pas encore disponibles. Je ne savais pas si nous étions porteurs ou pas du Covid. Les 15 premiers jours, on a retenu notre souffle, on a pris notre température 2 fois par jour. On était vraiment dans un doute réel. Aucun soignant, aucun résident n'a été contaminé. Pour le repas? Oui. Sur 62 salariés, 29 ont accepté de se confiner. La moitié a dû arrêter pour des raisons familiales. Ce jour-là, elles ne sont plus que 13. C'est le médicament. La cadre de santé, Vanessa Robert, a quitté son bureau pour redevenir infirmière. Tout à l'heure. Distribuer les médicaments, on aime parce qu'on a le contact avec les résidents, qu'on a un œil sur eux, on arrive à évaluer, voir comment ils vont, comment ils sont. Ça fait du lien. Et aujourd'hui, remettre la tenue, c'est un vrai plaisir, quoi. Mais non, soyez tranquille, asseyez-vous, ils vont pas vous oublier. Madame Chantor. Les salariés pensaient se confiner 15 jours. Ils en feront 35 de plus. Vous faites bronzer les jambes? Vous faites bronzer les jambes? Oui. Et les petits sont quel âge? Mes filles, elles ont 5 ans et 3 ans. Oh, petite. Ouais. Ils s'attendent bien sa maman, hein? Ouais, elles attendent. Mais elles savent qu'on est là, avec vous. C'est très gentil. Merci. En arrivant, c'était pour moi évident que je dormirais dans mon bureau. Donc je me suis aménagé un matelas, j'ai pris mon sac de couchage et les doudous de mes filles. Et voilà, c'était parti pour le temps qu'il fallait. Donc là, c'est ma Zoé. Tu me manques, puisqu'on t'a pas vu ce soir, et t'as intérêt à nous répondre. Demain matin au petit-déj, mais fais gaffe à nous, d'accord? Sinon, on va te mettre une fessée et tu ne seras pas content. J'en ai marre du tu fais pas gaffe à nous, on a une petite place sur le canapé, si tu pouvais venir, ce serait bien. Parce qu'on a ça des fois le soir. J'espère qu'elles m'en voudront pas. Du moins, je l'espère. Merci. En contrepartie de cet éloignement familial, les salariés toucheront une prime de confinement et des heures supplémentaires. Pendant l'état d'urgence, le gouvernement a autorisé jusqu'à 60 heures de travail par semaine. Merci, Madame Chantor. Café au lait. La facture est lourde pour l'établissement. Le volontariat, ce n'est pas du bénévolat. Et cette rémunération-là, effectivement, crée un déficit au niveau de la trésorerie de Villanova. Donc là, au niveau de l'association, pour préserver les vies, nous avons dépensé 150 000 € en plus. Donc maintenant, mon travail, c'est de trouver de l'argent. L'Agence régionale de santé et la métropole de Lyon devraient prendre en charge la majeure partie du surcoût du confinement, qui aura permis d'éviter le Covid. Elle était absente. Elle avait décidé de dormir ailleurs. Valérie Martin a invité un ami photographe. Très bien, tu peux reculer. C'est-à-dire vers la lumière. Non, pas trop, mais juste tourner légèrement vers la lumière. Oui, comme ça. Jean-Luc Meige est plus habitué au terrain de guerre ou aux célébrités qu'aux pensionnaires d'EHPAD. Je vous ai pas vu, madame. Voici, immortalisés, les stars du jour.
la table. C'est beau. Avec la belle chemise. Hein. Ouais. Oh, je suis pas si moche que ça pour mon âge. Mon mari n'aimait pas le rouge à lèvres. Ah, il avait peur qu'il y en ait peut-être quelqu'un qui m'enlève. Ah, c'est peut-être ça. Hein. Surtout. Oh là là, il était jaloux comme tout, c'est un espagnol, et ben je vous en réponds. Hein. Merci. Qu'est-ce que vous en dites, vous, de cette photo? Oh ben, c'est nature. Hein. C'est naturel. Ah ouais. Elle est belle. Qu'est-ce que vous en dites? Ah, elle est bien? Elle est belle. Vous êtes belle, hein? La classe. Eh oui. 89 ans et pas de rides. C'est vrai, hein? C'est beau, hein? C'est tout beau? Pour Samia Zerwal, cadre hôtelière, la cohabitation avec les pensionnaires change les pratiques de son métier. Avant, on était professionnels. On était dans le lever, le coucher, le change, voilà. Au jour d'aujourd'hui, on est dans l'affectif plus qu'avant. On est très proche d'eux. Je les vois d'une autre façon. Et ça, c'est beaucoup. C'est touchant. Ça nous touche beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez de cette photo? Elle est bien. Elle est bien? Vous aimez? Ouais. Pleurez pas! Allez. C'est beau, hein? Ce soir, c'est le dernier dîner entre les confinés. On s'entendait déjà bien et là, ça fait que souder, renforcer, créer de la cohésion et de l'entraide dans les équipes. On mange avec une équipe, on se lève avec l'équipe, on déjeune avec l'équipe. L'ambiance, ça ne sera pas la même à la maison. On sera seul face à la télé. Combien, Sandrine? Là, je commence à être un peu exténuée, quand même. Donc, je pense que demain sera la dernière journée, tant mieux. Parce que franchement, je pense que là, je peux plus. J'ai bien donné, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, mais là, il est temps que je rentre chez moi. Allez, bon appétit. Lundi 4 mai. C'est la fin de l'aventure. Allez, servez-vous. C'est intense, ouais. J'écris pour ceux qui restent. Ah, bravo. En disant qu'on revient vite. La relève est arrivée, S'il vous plaît. Ouais. masque sur les visages, comme dans n'importe quel EHPAD. Allez les filles, on s'en va parce que je pleure. On s'en WhatsApp ce soir. Après 50 jours de séparation, Vanessa retrouve ses deux petites filles. C'est vrai? Et regardez. Elles ont changé, je les trouve grandes, je les trouve... T'as un cadeau pour moi? Oh, merci, c'est toi qui l'as fait? Merci, ma chérie. Frédéric travaille aussi à l'EHPAD, mais au service technique. Il est resté garder les filles. Ah oui, tu t'es mis toute jolie. C'était une sacrée expérience, c'était une expérience unique déjà, on n'a jamais connu ça. Si c'est à refaire, on fait pareil. Moi je reste à la maison, je m'occupe des filles et elle va au charbon malheureusement. Maman, comment t'as fait la grand-mère? Ah, puisqu'elle est soignante et moi je suis agent technique, donc forcément elle est prioritaire à moi, il n'y a pas photo. C'est aussi l'heure des retrouvailles pour une maman avec sa fille, après 3 mois et demi de séparation. Oui. On va descendre voir votre fille? Oui. Allez. Hop. Voilà. On va faire quelques pas pour être plus tranquille.
Prenez votre temps. Ça bouscule. Ah bah oui. Qu'est-ce que vous ressentez de revoir votre fille dans quelques instants? Je ne peux pas le dire. C'est trop fort. Des retrouvailles entravées par le protocole Covid. Oh, c'est pauvre. Oh, pas pouvoir s'embrasser. Mais non, on peut pas s'embrasser, ma petite maman. Mais ça fait rien, ça fait rien. Je te fais plein des bisous, maman. Je te fais plein des bisous. Manque de pouvoir se prendre les serrer mains. dans les bras. Un enfant, on l'a tellement tenu dans ses bras. Voilà. Donc, quand vous le revoyez, ça me manque. Ça nous fait mal de l'avoir enfermée comme ça. Et, elle n'est pas libre d'aller où elle veut, elle n'est pas libre de voir qui elle veut. Je dis, on est en prison ici. Elle dit, vous êtes en prison, puis vous n'avez rien fait de mal. Ben non. Ben, je dis non. Oh là là. Eh oui. Des nuits sans dormir à me demander est-ce que je reverrai maman. J'ai pleuré plus d'une fois. 30 minutes plus tard, Eh ben, allez-vous rentrer? il faut se quitter. Tu vas remonter dans ta chambre? Eh oui. Bah oui, à nouveau. Ah, regardez par la fenêtre. Allez. À bientôt, j'espère. La petite mère. Les résidents et leurs familles ont payé le plus lourd tribut au Covid. En pénétrant dans les EHPAD, le virus a révélé que ces établissements n'étaient pas armés pour affronter la contamination. Passé la vague de l'épidémie, quels moyens serons-nous prêts à consacrer pour protéger les plus fragiles de nos aînés ? Thank you.